Bien, donc merci beaucoup pour cette invitation qui me rajeunit un petit peu, puisque j'ai un peu perdu l'habitude d'enseigner régulièrement, et surtout qui me permet de reprendre un peu des thèmes que j'avais abordés il y a déjà un certain temps, puisque l'ouvrage que qu'on vient de vous montrer date déjà depuis de 12 ans, donc ça m'a obligé un peu à me remettre le nez dans la réalité. Alors, le thème que je voulais traiter, c'est évidemment une comparaison pas seulement actuelle, mais historique. Donc, c'est pour ça que c'est sans doute complémentaire de la séance qu'on vient d'annoncer pour le 9 avril, parce qu'évidemment, on ne peut pas comprendre les spécificités des différents types d'universités qu'on trouve dans les grands pays. Je me suis limité, parce qu'on ne peut pas tout traiter, mais essentiellement les grands pays d'Europe de l'Ouest, la Grande-Bretagne et l'Allemagne, et d'autre part, évidemment, le grand pays outre-Atlantique, les États-Unis. On ne peut évidemment pas les comprendre dans leurs spécificités ou dans leurs interactions sans, évidemment, une approche à la fois structurelle et historique. Alors, on peut d'abord se poser la question, est-ce que ça a un sens de faire ces comparaisons, justement, puisque il suffit de regarder ces systèmes pour voir qu'ils sont extrêmement différents, même s'ils font la même chose, en principe. Ils sont là pour former la jeunesse à des positions plus élevées de la société, ou à leur faire l'apprentissage de la recherche, à les mettre dans des positions sociales différenciées. Est-ce que, en dépit de cette mission commune, comment expliquer justement ces variantes et parfois ces oppositions de structures et souvent ces évolutions très différentes? Donc, est-ce que la comparaison peut nous servir à comprendre cela? C'est une question qu'il faut quand même se poser, parce que c'est pas si simple que ça de comparer des systèmes universitaires, dans la mesure où les données dont on dispose sur eux sont parfois découpées différemment. Chaque pays a des statistiques, mais qui sont pas forcément comparables terme à terme. Il y a aussi des grands organismes internationaux qui essayent de faire ces comparaisons. Je pense à l'UNESCO, je pense à l'OCDE. Mais là aussi, souvent, c'est avec des approches statistiques qui tendent à effacer les différences pour justement avoir des indicateurs très globaux, mais qui parfois sont assez coupés de la réalité vécue, aussi bien des étudiants que des enseignants. Donc, ma comparaison sera forcément un peu lacunaire. Je vais essayer de me limiter à un certain nombre d'indicateurs, en sachant très bien que c'est lié aussi à la difficulté de trouver des indicateurs vraiment communs à tous. Alors, première justification quand même de cette comparaison, c'est que ces 4 pays dont je vais parler ont quand même une histoire commune, dans la mesure où les universités, vous le savez, sont nées au Moyen-Âge, aussi bien en France, en Grande-Bretagne qu'en Allemagne. Elles se sont ensuite développées à l'époque moderne, mais avec des structures qui restaient relativement proches les unes des autres, puisqu'elles étaient en dialogue et souvent sous la tutelle des États qui se construisent aussi à la même époque, et aussi très fortement liées aux églises, que ce soit l'Église catholique dans le cas de la France et en partie de l'Allemagne, ou évidemment des églises de type protestant dans le cas britannique, états-unien et de l'autre partie de l'Allemagne. Donc il y a vraiment un noyau commun à cette histoire, mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à partir de ce noyau commun, on va avoir des divergences de plus en plus sensibles liées à justement la construction nationale propre à chacun de ces pays. Deuxième justification de la comparaison, c'est qu'il y a aussi des influences réciproques. Et on va voir que ces universités essayent de dialoguer entre elles, de se regarder les unes les autres et d'échanger sur des solutions qui ont pu paraître productives dans certains contextes et qu'on essaye de transférer dans d'autres. Et nous avons vécu récemment en France, mais aussi dans les autres pays, ce type d'emprunt à des structures venues d'autres pays. Personnellement, par exemple, j'avais travaillé sur un livre qui s'appelle « La République des universitaires » et mon premier chapitre était consacré à l'étude des rapports que des jeunes étudiants, souvent issus de l'école normale supérieure, avaient fait après avoir fait un séjour d'études dans les universités allemandes et en faisant justement explicitement la comparaison entre l'université française et les universités allemandes, et parfois en prônant à la sortie de leur séjour
des solutions empruntées à ce qu'on appelait à l'époque le modèle germanique. Donc, vous voyez, cet exercice de la comparaison, c'est souvent un outil pour transformer les choses, pour critiquer un état de fait et pour parfois trouver une issue à des aberrations ou à des défauts du système dans lequel on vit. Deuxième exemple aussi de ces emprunts réciproques, c'est évidemment l'expérience états-unienne où, au départ, les États-Unis étaient plutôt à l'école de l'Europe. Ils ont les premiers collèges, on appelait plutôt ça des collèges, les premiers collèges aux États-Unis étaient directement des projections du modèle britannique, puisque les colonies, les 16 colonies initiales étaient évidemment une colonie de l'Empire, du Royaume-Uni. Et donc, on a reproduit un petit peu à l'identique, ou largement à l'identique, les collèges qui étaient déjà en exercice à Oxford et à Cambridge. Et puis, dans un deuxième temps, on s'est aperçu que ce système était quand même très, très lié à une société britannique très traditionnelle qui ne correspondait plus à une société démocratique comme celle que les États-Unis voulaient construire. Et on a donc dû inventer d'autres structures. Et là, on a plutôt puisé son inspiration dans le cadre allemand, avec des échanges assez forts, puisqu'il y a beaucoup d'étudiants états-uniens allaient faire des études dans les universités allemandes et au retour, parfois, devenaient universitaires aux États-Unis, et donc pour s'inspirer de ce qu'ils avaient vécu en Allemagne pour changer les structures de leurs propres universités. Et puis, deuxième grande évolution qui a mis en commun entre cette histoire allemande et cette histoire des États-Unis, c'est évidemment, c'est un épisode beaucoup plus tragique, les persécutions contre certain nombre d'universitaires allemands, que ce soit parce qu'ils étaient d'origine juive, soit parce qu'ils avaient des idées qui étaient en profond désaccord avec le nouvel ordre nazi qui s'instaure en 1933. Et donc, il y a eu une arrivée importante d'universitaires allemands dans les universités américaines, et ça n'a pas été évidemment sans effet pour transformer le fonctionnement de ces universités avec cette expérience de gens venus d'ailleurs. On peut citer évidemment les deux plus grandes réalités de ça, c'est évidemment la présence d'Einstein à Princeton et le rôle qu'Einstein a joué évidemment pour alerter les États-Unis pour développer une recherche dans le domaine nucléaire. Et évidemment, étant donné que nous sommes à Saclay, enfin en tout cas nous dépendons de Saclay, c'était aussi une des fonctions de Saclay, vous le savez, dans les années 50, de développer ses recherches dans ce domaine. Donc on voit bien qu'il y a des interactions profondes et parfois sur des secteurs extrêmement stratégiques pour la recherche liés à ces échanges universitaires. Et puis aujourd'hui, bien sûr, vous le savez, il y a une accélération de ces échanges universitaires avec ce qu'on appelle l'internationalisation des universités, aussi bien au niveau des enseignants qui séjournent à l'étranger ou qui parfois se forment à l'étranger ou qui font des recherches communes avec d'autres pays, ou encore avec évidemment l'attractivité exercée par certains systèmes universitaires les plus performants sur des étudiants venus de pays dont les universités sont moins reconnues ou moins développées. Et puis pour l'Allemagne, il y a aussi un autre épisode qu'on a déjà oublié, mais qui a été quand même très frappant, en tout cas pour les collègues allemands que j'ai pu connaître, c'est évidemment l'intégration des anciens Länder, enfin des nouveaux Länder plutôt, de l'ancienne Allemagne de l'Est, qui avait un système universitaire évidemment qui avait été copié sur l'Union soviétique et qu'il devait intégrer dans un système de la République fédérale d'Allemagne qui, lui, au contraire, avait été très fortement influencé par le modèle des États-Unis. Donc, il y avait évidemment un choc de culture et cette transformation au cours des années 90 a eu des effets considérables sur l'université allemande, à la fois parce que ça a demandé beaucoup de moyens financiers, parce qu'il fallait redonner beaucoup d'argent à ces universités qui avaient été un peu à l'abandon dans cette partie est de l'Allemagne, et puis un renouvellement aussi de certains départements, puisque vous le savez, l'université en RDA était quand même très sous la tutelle de l'État et des orientations politiques de l'État, et il y avait évidemment à renouveler
l'organisation même des disciplines qui n'étaient pas exactement sur un modèle toujours très démocratique. Donc, vous voyez, ces exemples d'échange, ces exemples d'inspiration par comparaison ou par transfert d'idées ne sont pas simplement un exercice académique comme celui auquel je suis en train de me livrer devant vous, mais ont nourri l'histoire des universités dans les 4 pays que j'ai choisi d'analyser. Alors vous me direz, oui, mais vous n'avez pas beaucoup parlé de la Grande-Bretagne. Effectivement, pendant une longue période, le système britannique, d'ailleurs il n'y a pas de système britannique, on va le voir, il y a plusieurs types d'universités en Grande-Bretagne, a été un petit peu à l'écart. Hein. Il y avait déjà le Brexit, si vous voulez. Le Brexit, c'est pas uniquement ce qui s'est passé récemment. Il y avait vraiment deux types d'universités, des universités continentales et les universités du Royaume-Uni. Et même au Royaume-Uni, il y avait plusieurs systèmes, puisqu'il y avait l'Angleterre proprement dit, qui avait un modèle très particulier, et puis l'Écosse, qui avait un autre modèle différent. Donc même au sein du même pays, on avait la coexistence de plusieurs types d'universités qui fonctionnaient selon des principes assez différents. Donc vous voyez, du coup, la comparaison est complexe, parce qu'on ne peut pas prendre le Royaume-Uni, en tout cas la Grande-Bretagne, comme un tout. Il y a des structures qui coexistent et qui ne sont pas homogènes au sein du même pays. Alors, qu'est-ce qui a poussé, malgré tout, à un rapprochement de ces systèmes? Ça va être mon seul des points. Eh ben, c'est un problème que vous connaissez bien, c'est le problème de l'augmentation des effectifs. C'est-à-dire que quand on a évidemment des structures qui sont confrontées à une très forte augmentation d'effectifs étudiants, ces structures ont beaucoup de mal à s'adapter et beaucoup de mal à répondre aux demandes qui sont suscitées par cette croissance démographique. Alors pour la France, nous en sommes bien conscients, puisque c'est quand même la cause principale de ce qu'on appelle, entre guillemets, les événements de 1968, hein, c'est-à-dire une très forte croissance qui a pas été suffisamment anticipée et qui a fait exploser les structures elles-mêmes. Là, je vous ai mis quelques données statistiques pour que vous puissiez mesurer combien cette pression démographique n'est pas seulement un phénomène, on dit toujours, oui, c'est les années 60, c'est le baby-boom, enfin, il y a un peu un discours convenu sur cette période. C'est vrai que c'est des années de très forte croissance, mais si vous prenez les décennies qui suivent, vous voyez que nous sommes toujours dans un régime où il faut faire face à des arrivées massives, même si elles ne sont pas en rythme aussi forte que celles des années 60, elles restent quand même très sensibles, hein, puisque vous voyez, pour la France, la croissance entre les années 80 et les années 90, c'est quand même presque 60%. Même au Royaume-Uni, qui était plutôt en retard par rapport aux autres pays, c'est plus de 50%. Et finalement, ce sont l'Allemagne et les États-Unis qui sont plutôt un peu moins sous la pression de cette croissance. Mais vous voyez que la pression sur le système a été constante dans les années 80 et 90. C'est ce qu'on a appelé la deuxième massification. Et cette croissance, elle ne s'arrête pas pour autant. Hein. Je me souviens encore que j'ai vécu cette période. On nous expliquait tout va s'arranger. Maintenant, le taux de natalité a baissé. Enfin, il y a moins de pression. Vous allez avoir beaucoup de meilleures conditions de travail. Vous allez voir, ça va être formidable parce qu'on va être moins sous la pression démographique. Et ben, vous voyez que même si les rythmes se sont un peu abaissés, hein, pour la France, c'est vrai qu'on passe de 57,7% pour les décennies antérieures à 20-30%, mais enfin, on est quand même encore sous la pression d'une augmentation jusqu'en 2006. Et pour le Royaume-Uni, au contraire, la croissance a plutôt eu tendance à s'accélérer. Et donc, on a toujours ce décalage de pression. Et si on reprend maintenant les 20 dernières années, vous voyez qu'on reste toujours à des rythmes qui ne sont pas évidemment au même niveau que ce qu'on a appelé la deuxième massification, mais qui sont suffisamment significatifs pour que ça crée des tensions, et vous les vivez certainement au jour le jour, sur les structures, parce que évidemment, il y a des réorientations, il y a des spécialisations, il y a des nouvelles disciplines à intégrer, il y a des demandes sociales par rapport à des nouvelles professions qui n'existaient pas il y a 20 ou 30 ans, bien entendu. Et donc tout ça, ces structures universitaires doivent en permanence s'adapter. Alors, ce que je tire de ce tableau, c'est donc d'une part l'idée que ces structures sont tout le temps sous tension. Donc ça, c'est un phénomène commun à tous les pays, mais avec des décalages, vous voyez, puisque la France est toujours soit en première,
soit en deuxième position. Donc si notre système a tant de mal à faire face, je crois que c'est aussi parce qu'on a toujours été en permanence un peu sur la corde raide. Beaucoup plus en tout cas que nos voisins, si on accepte le Royaume-Uni. Et cette corde raide n'est pas toujours reconnue. Enfin, vous le savez mieux que moi. C'est-à-dire que les gouvernements ont toujours un temps de retard par rapport à ça. Avant qu'ils se rendent compte qu'il y a vraiment urgence, il faut un certain temps. Voilà, j'ai fait récemment, il y a 2 ou 3 ans, l'histoire de ma propre université, Paris 1, qui a été vraiment un cas d'école pour ça, parce que nous sommes une université qui a des locaux absolument dispersés dans tout Paris, puisque nous avons 17 implantations, ce qui est quand même très compliqué à gérer. Eh bien, ces implantations sont toujours en retard par rapport aux besoins et surtout sont toujours mal gérées parce qu'évidemment, quand un président a 17 implantations à gérer, ça demande du personnel administratif, du personnel technique et les postes ne sont jamais au rendez-vous au moment où on en a besoin. Donc ça, c'est un problème constant, particulièrement fort en France, mais qui existe aussi dans les pays voisins. Deuxième idée, ces structures sont inégalement flexibles. Alors là aussi, nous savons pour la France que la flexibilité n'est pas la qualité première de nos structures, et le résultat, c'est que quand ces structures non flexibles sont confrontées à un choc externe, eh ben, elles se cassent. C'est assez phénomène de physique tout à fait basique que vos collègues de Saclay doivent pouvoir vous expliquer facilement. Mais ça n'est pas vrai partout. C'est-à-dire qu'il y a quand même une meilleure flexibilité dans d'autres pays. Alors, je vais reprendre là le fil de l'histoire. Pourquoi la France est-elle moins flexible que les autres? Eh bien, c'est parce qu'elle a d'abord fait quelque chose qu'aucun autre pays n'a fait avant elle. Elle a supprimé ses universités. Il y a 3 pays dans le monde qui ont supprimé brutalement leurs universités. C'est la France, c'est la Russie soviétique et c'est la Chine maoïste. Alors, je ne fais pas de comparaison, bien entendu, entre ces 3 révolutions, même si ça pourrait être tentant pour un historien, mais je pense quand même que c'est une spécificité. La France, c'est le seul pays qui a appliqué un célèbre vers de l'international, c'est-à-dire du passé faisons table rase. C'est la Convention, vous le savez, qui a aboli les universités héritées du Moyen-Âge, mais sans tout de suite créer autre chose. Donc, il y a eu un petit moment de panique, évidemment. Alors, pourquoi cette suppression? Eh bien, c'est tout simplement parce que les universités du Moyen-Âge étaient des corporations et que, évidemment, la philosophie, comme vous le savez, de la Révolution française, c'est la suppression des corporations. Donc, les universités devaient passer, comme les autres corporations, à la moulinette du nouvel ordre libéral. Deuxième explication, plus politique, celle-là, c'est que vous le savez, au sein des universités, il y avait des facultés de théologie, et en particulier, une des plus célèbres d'entre elles, c'est celle qu'on appelait la Sorbonne. Ça n'a rien à voir avec les universités qui s'appellent comme ça aujourd'hui, mais enfin, il se trouve qu'on l'appelait comme ça. Eh bien, cette Sorbonne, elle avait été l'ennemi farouche des Lumières. C'est elle qui avait condamné un certain nombre des livres phares de ce qu'on appelle la philosophie des Lumières. Et du coup, comme la Convention et les révolutionnaires de 1789 à 1793 se réclamaient de ces philosophes, ils avaient évidemment un compte idéologique et politique à régler avec cette faculté. Donc, évidemment, la suppression des universités allait bien dans le sens qu'ils souhaitaient sur le plan idéologique. Troisième élément de la spécificité française, c'est qu'après avoir supprimé cet ancien régime, il a fallu rebâtir un nouveau régime, et ça s'est fait par petits morceaux. D'où cette spécificité française qu'on a commencé par les professions, c'est-à-dire par la formation d'écoles, l'école normale qui ne s'appelait pas encore supérieure, qui sera ensuite supérieure, mais enfin qui était au départ l'école normale pour former les enseignants. Ensuite, l'école polytechnique pour former les ingénieurs et les officiers des armes savantes. Et puis le CNAM pour former aux différents métiers et aux professions. Et puis les écoles de droit et de médecine, qui évidemment, elles aussi, ont une fonction d'abord professionnelle à cette époque. Donc vous voyez, on a commencé par la profession finalement. On n'a pas commencé par la recherche, on n'a pas commencé par l'enseignement général, mais par un enseignement extrêmement spécialisé. Et ensuite, on a recollé ces morceaux en 1808 avec la création de l'université impériale et puis l'organisation, donc un système plus général
dans l'ensemble du territoire. Donc c'est vraiment, on a vraiment fait la table rase et puis on a reconstruit ensuite par petits morceaux avant de faire un édifice complet. C'est vraiment une expérience très spécifique à la France. Je ne dis pas qu'on en paye encore les conséquences, mais je pense quand même que cette désarticulation et cette séparation école-université, c'est quand même lié à cette période très particulière. Deuxième élément, après ce moment évidemment de refondation, on a voulu un système totalement unifié avec une centralisation. Vous savez, c'est les fameuses structures qu'on retrouve du nord au sud, de l'est à l'ouest, sans tenir absolument compte justement des spécificités territoriales. Et puis une spécificité du 19e siècle, évidemment qu'on a oublié, mais qui aujourd'hui fait rêver les gouvernements, c'est que ces universités coûtaient très peu cher et qu'elles étaient pratiquement en grande partie, en tout cas pour ce qui concerne le droit et la médecine, en grande partie autofinancées, puisque les droits d'inscription suffisaient presque à payer une grande partie des budgets, ce qui évidemment aujourd'hui est totalement impensable, mais qui à l'époque évidemment enlevait une grande épine du pied au gouvernement, parce qu'évidemment on se limitait à faire passer des examens. On avait une vision très minimaliste de ce qu'était une université. Alors donc ça c'est cette première phase, très spécifique, évidemment, dont il n'y a aucun exemple dans les pays dont je vous parle. Et une deuxième phase où là, on s'est dit, mais on est quand même tellement différent des autres, c'est pas normal. Et on s'est dit ça, là aussi, après une crise, mais pas une crise révolutionnaire, mais une crise militaire, donc après la guerre de 1870-71, où un certain nombre de subtils savants ont développé l'idée, bon, je leur laisse la responsabilité parce que je pense que c'était quand même une construction assez mythologique, d'expliquer que si la Prusse avait battu la France en 1871, c'est parce qu'elle avait de meilleures universités. Bon, les gouvernements ont feint de croire que c'était vrai, parce qu'on pouvait aussi trouver d'autres raisons à cette défaite, mais en tout cas, ça a eu un effet de douche froide, et ça a incité quand même les gouvernements républicains à se dire que peut-être ces universités, enfin cette université avec un grand U, héritée de Napoléon, n'était peut-être pas le meilleur système possible. Et donc, on a commencé, justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, à envoyer des missionnaires sur le terrain pour essayer de recueillir ce qu'il y avait de bien dans ces universités allemandes et voir si on pouvait emprunter à ces universités allemandes un certain nombre d'idées. Et de cette rencontre est née donc une nouvelle loi, cette loi de 1896, qui recrée des universités, donc qui efface 100 ans après l'abolition de 1793. Alors, est-ce que ce sont de vraies universités, ces nouvelles universités de 96 ? Bon, ce sont plutôt l'addition de facultés les unes à côté des autres avec un conseil au-dessus. Mais bon, ça reste quand même très en silo. Chaque faculté fait un peu ses petites histoires dans son coin. Et vous le savez mieux que moi peut-être, il y a une espèce de hiérarchie implicite entre ceux qui ont des belles robes rouges, comme vous autres, et nous qui avons que de modestes robes jaunes qui sont absolument affreuses à porter. Ouais, bon, oui, parfois ça se mélange, mais enfin, le choix des couleurs n'a pas été complètement le hasard. Et du coup, il y a des hiérarchies, parce qu'évidemment, ce qui fait la supériorité de la faculté de droit, en particulier au sein de l'Université de Paris, c'est qu'elle a énormément d'étudiants, et comme ces étudiants payent des droits, elle a beaucoup d'argent. Alors que les facultés de lettres et de sciences de l'époque ont beaucoup moins d'étudiants, et comme elles payent beaucoup moins de droits, elles ont beaucoup moins d'argent. Donc déjà, il y a une hiérarchie interne au sein de l'Université de Paris, mais c'est vrai également dans les universités des régions. Deuxième idée, cette université donc recréée n'est pas complètement indépendante, elle est sous la tutelle du recteur. Et là aussi, c'est un malentendu, parce que quand on dit recteur en France, on sait ce que c'est. C'est un fonctionnaire nommé par le gouvernement et qui doit surveiller ce que font les universitaires. Alors que quand on parle d'un recteur en Allemagne ou en Italie, c'est quelqu'un qui, au contraire, est élu par ses pairs et qui est un collègue. C'est pas du tout quelqu'un qui est le représentant de l'État au sein de l'université. Donc on voit déjà que cette liberté qu'on a un petit peu accordée en 1896, on l'a quand même mise sous tutelle et elle n'est pas complètement réelle en termes d'autonomie. Et puis, dernier élément, l'essentiel des ressources vient quand même du budget. Même s'il y a les droits d'inscription, il y a aussi le budget de l'État, et il n'y a pas vraiment de ressources propres indépendamment de cela. Donc on est encore dans des universités qui n'ont pas du tout le degré d'autonomie qu'elles vont connaître
avec la loi Edgar Faure et surtout avec la capacité de s'organiser de façon beaucoup plus libérale que dans le système des facultés très, très homogène. Donc, on a cette deuxième phase. Et puis, la troisième phase, après, évidemment, le troisième grand ébranlement. Donc, on a eu un premier ébranlement en 93, un deuxième ébranlement en 71 et un troisième ébranlement en 68. Vous voyez, ça se répète à intervalles réguliers. On a donc une tentative pour recréer encore de nouvelles universités sous un autre schéma, à partir donc des unités de base, cette fameuse reconstruction de la carte universitaire, à partir ce qu'on appelait à l'époque les unités d'enseignement et de recherche, qu'on appelle aujourd'hui les unités de formation et de recherche, et même que dans certains endroits on parle d'école. Alors, l'université Paris 1, maintenant on parle d'école de droit, donc on est en train de revenir à un modèle d'école. Enfin, en tout cas, revenir à des unités plus à taille humaine, si vous voulez, plus que les facultés, et avec une plus grande flexibilité, puisque selon les universités, les combinaisons ne sont pas les mêmes, puisque une des grandes idées de la loi Edgar Faure, vous le savez, c'était d'avoir la pluridisciplinarité. Alors, pluridisciplinarité qui a été inégalement appliquée et contre lesquelles, je le sais, les juristes n'étaient pas forcément tous en très grande sympathie. En tout cas, la coupure, par exemple, de la faculté de droit de Paris en deux, avec Paris 1 d'un côté, Paris 2 de l'autre, c'est clairement d'un côté ceux qui n'étaient pas favorables à une trop grande interdisciplinarité et ceux qui, à Paris 1, essayaient de tendre la main aux économistes, de tendre la main aux littéraires, de tendre la main à la science politique, alors que la faculté de Paris 2 était beaucoup plus homogène entre juristes et n'a fait une ouverture à d'autres disciplines que assez homéopathique. Donc il y avait au sein même des communautés universitaires des gens qui étaient en accord, disons, avec l'esprit de la loi Faure et d'autres qui étaient quand même très en retrait et qui vont progressivement essayer de détricoter certains aspects de la loi Faure. Alors, du côté des gouvernements, on pensait qu'on avait tout réglé. On pensait qu'on avait décentralisé, on pensait qu'on avait accordé une plus grande autonomie, on pensait qu'on avait permis aux disciplines de se marier avec des mariages d'amour et non plus des mariages de raison. Bon, mais vous le savez, et c'est la dernière phase que j'ai déjà évoquée à travers les chiffres, cette université de Edgar Faure a été soumise aussi à de nouvelles tensions. Alors, tension d'abord interne entre les anciens et les modernes, si vous voulez, ceux qui acceptaient la réforme et ceux qui essayaient plutôt de revenir sur l'État ancien. Et surtout, tension parce que la deuxième massification a mis à rude épreuve ces structures et il a fallu qu'on crée de nouvelles universités. Bon, c'est tous les plans, Université 2000, Université du troisième millénaire, avec une multiplication d'universités qui n'était pas, qui était récente et qui surtout ne couvrait pas toute la gamme des disciplines parce qu'elles étaient implantées dans des villes moyennes. Et puis, dernière phase, que vous connaissez aussi, c'est évidemment le plan campus et puis les tentatives pour réorganiser toute cette carte devenue de plus en plus illisible avec les regroupements sous forme de presse, puis de communes et puis maintenant de fusion pour aboutir à des universités de nouvelles dimensions. Donc, vous voyez, on est dans des espèces de phases de stop and go, on pourrait dire un peu comme les économistes. Tantôt on décentralise, tantôt on recentralise, tantôt on élargit, tantôt on rétrécit. Donc, ça prouve bien qu'en France, les structures à la fois sont rigides et ont du mal à s'adapter aux tensions. Alors, pour sortir un petit peu de cette vision générale, j'ai voulu prendre le point de vue d'observateurs extérieurs. Et j'ai retrouvé au fond de mon ordinateur un rapport que j'avais téléchargé de la Cour des comptes et qui va vous montrer que les problèmes que nous nous posons aujourd'hui étaient déjà évoqués très clairement dans ce rapport de 2006. Ah oui, c'est un rapport qui a presque 20 ans. Et je crois qu'il n'y a pas beaucoup de choses qu'on pourrait changer dans les trois constats qu'il fait. C'est l'introduction. Éclatement institutionnel, du fait de la coexistence de 17 universités. Oui, alors on a essayé maintenant de regrouper un peu plus. 40 grandes écoles, une myriade d'écoles d'enseignement supérieur privé, etc. Alors que si on fait... Alors, c'est ce qui m'a intéressé dans ce passage, c'est qu'ils font la comparaison justement avec une autre région similaire dans les pays dont je parle, la région de Londres, où on n'a que 12 universités, la région de Madrid, où on n'en a que 10, et la région de Rome, où on n'en a que 5. Donc,
on voit bien que la France est déjà quelque chose qui a explosé la région Île-de-France a vraiment explosé au maximum son paysage universitaire. Et évidemment, les recompositions qu'on essaie de mener en ce moment sont du coup extrêmement difficiles. Et ils vont même plus loin. Vous voyez, la Cour des comptes compare avec la Californie tout entière, 36 millions d'habitants, alors que la région parisienne, c'est une douzaine de millions, qui n'a que 9 universités. Donc on voit bien qu'on est un cas vraiment limite dans l'éclatement du paysage, ce qui explique évidemment les politiques de regroupement contemporaines. Deuxième idée, c'est évidemment les implantations un petit peu au petit bonheur la chance. La faculté de Sceaux, ici même, est un des exemples de ça. Il fallait décentraliser la grande université, la grande faculté de droit parisienne. On a fait aussi des annexes à Nanterre, etc. Donc, on crée des nouveaux pôles, mais évidemment, c'est souvent sous la pression démographique, pas forcément avec un plan totalement rationnel. Enfin, un dernier éclatement, alors ça qui inquiète le plus la Cour des comptes, c'est la multiplication des diplômes et des formations qui font évidemment parfois double emploi, puisqu'on est quand même dans la même région et on peut se déplacer d'un endroit à l'autre. Donc, vous voyez, ce souci de rationalisation qu'émet la Cour des comptes, évidemment avec des arrière-pensées financières, vous en êtes bien conscient, est quand même un souci ancien. Et tous les plans qu'on nous a sortis depuis, je pense, sont une réponse à cette interrogation sur l'éclatement du paysage universitaire français. Alors maintenant, je vais passer aux autres pays et on va voir s'ils souffrent autant que nous de tous ces problèmes ou s'ils ont trouvé des solutions un peu plus conformes, disons, à la rationalité. Alors, je commencerai par l'Allemagne puisque c'est le pays qui nous a le plus influencés, enfin officiellement, à travers ce que je vous ai évoqué tout à l'heure sur l'envoi de missionnaires après la guerre de 70. Et je vous ai mis évidemment sur cette diapositive le père fondateur de ce mythe humboldtien qui a sa statue évidemment en majesté devant l'université de Berlin, puisque selon c'est pas la légende, mais enfin selon l'histoire un petit peu romancée ou flatteuse que les universitaires allemands aiment bien entretenir sur eux-mêmes, c'est lui donc qui a inspiré cette université de Berlin créée après la défaite de la Prusse face à Napoléon. Donc, vous voyez, à chaque fois qu'il y a une défaite, les pays réfléchissent sur leurs universités. Et c'est vrai aussi pour la Prusse. Alors, ce mythe humboldtien, il repose sur deux idées. C'est que les Allemands ont fait le contraire de la France. C'est-à-dire, au lieu de désintégrer complètement leur université, ils ont au contraire des universités qui se veulent le centre du système. Et des universités qui ne sont pas hiérarchisées. Parce que ce qui est aussi une des spécificités françaises, pour ça, je ne voulais pas rappeler parce que tout le monde le sait, c'est cette hiérarchie très puissante entre une région centrale qui pèse très lourd et d'autres régions qui n'ont pas, évidemment, ni le poids démographique, ni les structures, ni le prestige intellectuel de l'université centrale. L'Allemagne a la spécificité, comme elle était un pays divisé au cours du 19e siècle, d'avoir une compétition réelle entre des universités de taille comparable. Même si Berlin pèse plus lourd que les universités des autres régions allemandes, Berlin ne pèse pas 30% ou 40% du total. C'est 10-15% maximum. Donc on est quand même dans une compétition où il n'y a pas un écart tel entre le premier de la classe et les autres. Et c'est évidemment plus facile à gérer pour les gouvernements d'avoir une situation beaucoup plus équilibrée que dans le cas français. Deuxième spécificité, ces universités sont, en tout cas dans la République fédérale d'Allemagne, mais c'était vrai aussi au XIXe siècle quand on avait des États qui n'étaient pas encore unifiés dans un empire, et la responsabilité de l'éducation. Et donc il y a des politiques adaptées au territoire, en tout cas qui tiennent compte des spécificités territoriales, puisque c'est une prérogative soit du gouvernement de la Bavière, soit du gouvernement de la Rhénanie du Nord-Westphalie, soit du gouvernement du Land de Berlin, etc. Donc il y a une proximité, si vous voulez, entre le décideur politique et l'université qui est la plus proche. Tandis qu'en France, évidemment, il y a cette inégalité entre le poids de l'université de la région centrale et les autres. Et il y a en plus, évidemment, une proximité inégale, puisque les régions sont à armes inégales, comme vous le savez bien, selon les parties du territoire. Donc ça, c'est aussi une spécificité qui explique qu'en France
Et en Allemagne, on n'arrive pas à gérer les choses tout à fait de la même façon. Deuxième spécificité allemande, on l'a vu, la pression démographique n'a pas été aussi puissante qu'en France. Alors, c'est lié d'une part au fait qu'il y avait un retard de scolarisation des classes d'âge en Allemagne relatif parce que, vous le savez, le système de l'enseignement secondaire est plus sélectif, enfin a été longtemps plus sélectif qu'en France, et surtout, il y avait cette voie alternative de la professionnalisation par l'apprentissage qui était une structure très solide et qui faisait que tout le monde n'allait pas vers les études générales. En tout cas, il y avait moins de gens qui allaient vers les études générales que dans un pays comme la France, et du coup, moins de gens qui allaient aussi vers l'université directement. Et ça se voit, par exemple, dans cette courbe des étudiants pour la période qui va de 1994 à 2007, qui correspond pour nous à la deuxième massification. Vous voyez, il y a au contraire un moment plutôt de relatif déclin, puis une remontée, et puis une stabilité. Donc, on n'a pas eu cette pression aussi forte sur les structures qu'en France. Troisième élément, et là c'est plutôt quelque chose qui nous rapproche, c'est les financements. Du fait que en Allemagne, la responsabilité de l'enseignement relève des Länder, il y a bien sûr une structure nationale, mais il y a aussi le principal financeur, ce sont les différents Länder. Et du coup, évidemment, selon la richesse de ces Länder, les moyens sont inégalement disponibles. Mais il n'y a pas quand même des écarts entre les régions aussi forts que ça a été le cas, évidemment, en France, où le financement régional des universités est quand même beaucoup moins significatif qu'en Allemagne. Deuxième élément, vous le voyez, l'Allemagne consacre, ça c'est des chiffres de 2005, mais c'est encore des chiffres qui seraient valides, même si les chiffres seraient différents, consacre plus de moyens à ces universités par tête d'étudiants, c'est exprimé en dollars, mais que la France, et c'est toujours vrai aujourd'hui. Alors pourquoi ? C'est parce que, d'une part, évidemment, le PIB allemand, vous le savez, est quand même nettement supérieur au PIB français, donc il y a quand même des financements plus confortables, et surtout parce que, comme il y a cette proximité régionale, les universitaires peuvent mieux facilement se faire entendre et se faire soutenir que quand on a une structure plus centralisée que la France. Et puis surtout, on n'a pas ce double secteur spécifique de la France entre les universités d'un côté et les écoles de l'autre, avec des moyens assez inégaux, comme vous le savez, entre les uns et les autres. Voilà donc pour cet aspect de spécificité du système allemand par rapport au système français. Alors, est-ce que le mythe humboldtien est toujours valide ? Justement, j'avais organisé avec des collègues allemands, un petit peu de publicité. De toute façon, c'est des livres qui ne rapportent rien, donc ça ne risque pas d'obérer ni vos finances, ni mes droits d'auteur. Donc, on avait invité des collègues allemands, justement, pour faire un peu le point, parce qu'est-ce que c'est encore vrai, toutes ces représentations un peu mythologiques du système allemand. Et ils étaient beaucoup moins enchantés que nous n'en avions l'impression, puisqu'ils s'apercevaient qu'on commençait aussi en Allemagne à essayer de transférer des politiques internationales qui jusque-là n'étaient pas à l'ordre du jour dans leur pays. Le premier grand transfert, ça a été, vous le savez, l'implantation du système du LMD, qui, pour nous maintenant ça va de soi, mais en Allemagne ça a été vraiment un choc culturel parce que ça voulait dire qu'on unifiait totalement les niveaux d'examen, qu'on créait des durées types pour les examens. Or, tout ça n'existait pas dans le système traditionnel allemand, puisque le système traditionnel allemand, c'est liberté d'apprendre et liberté d'enseigner. Bon, c'est un peu utopique, mais enfin, en gros, ça voulait dire qu'on peut faire beaucoup plus de temps d'études que dans d'autres pays. La moyenne des étudiants allemands faisait 6 ou 7 années d'études, alors qu'en France, on était en dessous. Donc, le LMD a obligé les étudiants à passer des examens à des dates fixes, les professeurs eux-mêmes à organiser leurs cours en fonction de ces échéances, etc. Donc, ça a beaucoup rétréci leur liberté d'apprendre et leur liberté d'enseigner. Donc, pour eux, ça a été vraiment un choc par rapport à ce mythe un petit peu humboldtien maintenu. Deuxième changement important, ça a été le choc des classements.
nous avons aussi connu ça, le choc des classements. Mais le choc des classements pour les Allemands, ça a été de découvrir que leur université n'était pas si excellente que ça, alors qu'ils en avaient une excellente opinion. Je pense qu'en France, on n'a jamais eu une excellente opinion en tant qu'universitaire de notre université. Donc le choc des classements, ça ne nous a pas fait plaisir, mais enfin, en même temps, ça ne nous a pas appris grand-chose. On savait qu'on n'était pas au top niveau mondial. Hein. Mais pour les Allemands, qui se pensaient quand même les meilleurs, enfin en tout cas qui avaient entretenu cette idée qu'ils étaient les meilleurs depuis le 19e siècle, ça a été quand même un peu une douche froide. Et surtout, ça s'est accompagné de ce qu'on a appelé l'initiative d'excellence. Ça a été repris en France, vous le savez, mais c'est les Allemands qui l'ont inventé, l'Excellence Initiative, où on allait faire une sorte de concours entre les universités, qui ça aussi, c'était une rupture culturelle, puisque théoriquement, chaque université était maître dans son royaume, et on ne faisait pas de comparaison, et aller à Berlin ou aller à Göttingen, c'était pareil, et c'était pas mieux d'enseigner à Munich que d'enseigner à Karlsruhe ou à Francfort. Il y avait pas officiellement, il n'y avait pas de hiérarchie entre les universités. Et là, on allait en créer une, puisque si on faisait un concours et qu'il y avait une université qui décrochait le gros lot, elle allait avoir plus de moyens. Donc, du coup, elle allait être plus attractive, elle allait être plus prestigieuse, et elle allait pouvoir embaucher plus de personnel et plus d'universitaires. Donc, ça bouleversait complètement cette vision un petit peu égalitaire qui était une des caractéristiques du système allemand géré au niveau régional. Donc, deuxième choc culturel, vous voyez, en peu d'années. Et puis, troisième choc culturel, évidemment, ça a été les contre-coups de la réunification, parce que cette réunification, ça a coûté beaucoup d'argent, comme vous pouvez le savoir, et que, évidemment, ces moyens qu'on mettait pour rénover les universités de l'ex-RDA, on ne les mettait pas, évidemment, dans les universités de l'ancienne RFA. Du coup, l'ancienne RFA a eu le sentiment d'être un peu oubliée. Donc, il y a eu vraiment des chocs comme ça qui ont fait que ce mythe humboldtien a été soumis à rude épreuve. Et puis, il y a un dernier élément qu'il ne faut jamais oublier et qui est très ressenti par les Allemands, c'est évidemment la domination anglaise, enfin de l'anglais. C'est-à-dire que l'allemand, qui au XIXe siècle était une langue scientifique, il y avait des périodiques scientifiques très prestigieux, publiés en Allemagne, c'était tout à fait prestigieux, et dans les congrès, on parlait en allemand, etc. Et tout ça, évidemment, a disparu complètement depuis 1945. La période où la rénovation du système s'est faite plus ou moins sous la tutelle à la fois des États-Unis et de la Grande-Bretagne dans les zones d'occupation de cette époque. Tout ça, et puis l'envoi systématique d'étudiants, des meilleurs étudiants allemands aux États-Unis avec des bourses, etc., pour les socialiser au modèle américain, tout ça a fait que ce prestige ancien de l'allemand, évidemment, a été mis à rude épreuve, et que maintenant, évidemment, on ne parle plus qu'en anglais dans les conférences, on publie toujours tout en anglais en sciences dures, mais de plus en plus dans les sciences humaines et sociales, parce que les gens ne lisent plus les périodiques allemands, etc. Donc, il y a un effet de déclassement lié à ces processus et à ces rapports de force entre les pays. Alors, pour ne pas avoir l'air de faire l'éloge indirect des pays anglophones, vous pourriez le penser après ce que je viens de dire, je vais maintenant aussi essayer de déconstruire un certain nombre de mythes entretenus à propos de ces pays anglophones. Alors, tout d'abord, j'ai oublié de parler de la Grande-Bretagne, mais la Grande-Bretagne, donc je vous l'ai dit, a longtemps vécu un peu dans sa bulle, et puis elle a été, elle aussi, confrontée, un peu à retardement, mais de façon très significative, comme le montraient mes statistiques du premier tableau, elle a été soumise, elle aussi, à des pressions démographiques très importantes. Or, ça a coïncidé avec un moment assez critique pour l'économie de la Grande-Bretagne. Disons que ça correspond à peu près aux années Thatcher. Et dans ces années Thatcher, vous le savez, la grande obsession de Madame Thatcher, c'était de revenir à une économie libérale, de faire payer aux gens ce qu'ils devaient payer, et du coup de réduire beaucoup les moyens
des universités qui étaient jusque-là extrêmement choyées. Hein. Il y avait de moyens très importants donnés aux universités, un taux d'encadrement bien supérieur à celui aussi bien de la France que de l'Allemagne. Et les années Thatcher et la suite ont coïncidé avec des politiques d'austérité assez rudes et de perte donc d'un certain nombre de privilèges. Autre idée de ces politiques, c'est la compétition. Elle est habituée nous aussi, mais ça a commencé plus tôt en Grande-Bretagne qu'ailleurs avec ce fameux Research Assessment Exercise, c'est-à-dire évaluation. Hein. On a un évaluateur qui nous a laissé tomber, mais ce modèle de l'HCE-RES, qui s'appelait d'abord AE-RES, c'est directement un emprunt à ces agences d'évaluation qui ont été mises en place dès l'époque du gouvernement Thatcher. Et ces évaluations, à l'époque, enfin toujours aujourd'hui d'ailleurs, ont des effets directs sur les financements, sur les classements des universités les unes par rapport aux autres, sur les moyens alloués aux unes par rapport aux autres, et donc sur le prestige relatif. Donc on est passé vraiment d'une université un peu à l'abri des contingences externes à une université soumise à des pressions financières directes et avec des évaluations très rudes qui ne sont pas simplement des bons points qu'on donne, mais il y a des conséquences pratiques très directes. Troisième élément dans la politique de Thatcher, c'est l'idée qu'il faut que les universités trouvent des ressources. Bon, ça aussi, on est habitué aujourd'hui maintenant en France, mais trouvent des ressources et en particulier exploitent le capital par excellence des pays anglophones, c'est-à-dire la langue anglaise, en faisant venir des étudiants qui veulent apprendre l'anglais, qui espèrent en apprenant l'anglais être beaucoup plus facilement plaçables sur des marchés d'emploi internationaux et en étant évidemment au cœur du système financier puisque Londres et New York se partagent le centre du système financier international et évidemment c'est pourvoyeur d'emplois extrêmement lucratifs. Donc il y a une volonté de créer une sorte d'économie de la connaissance, mais une économie fondée sur la rentabilité et sur l'attractivité pour faire payer aux étudiants étrangers une partie des coûts des universités britanniques. Bon, les États-Unis font la même chose, vous le savez. Et donc, il y a vraiment une utilisation de l'université comme une sorte d'économie spécifique qui peut rapporter au lieu d'être simplement un coût pour le contribuable. Et puis, dernier élément, et ça a commencé paradoxalement avec un gouvernement travailliste, c'est la libération des droits d'inscription. Et d'utiliser justement le fait qu'il y ait des classements et des prestiges inégaux des universités pour pouvoir moduler les droits d'inscription. C'est-à-dire, si vous voulez être dans une très bonne université, vous allez payer plus cher. Hein, c'est la loi. Si vous avez un bien de luxe, vous payez plus cher que si vous achetez une montre Swatch. Donc, il faut que l'étudiant paye ce prestige. Et donc, il y a une inégalité des droits d'inscription qui va progressivement se mettre en place. Et évidemment, les universités qui vont le mieux jouer ce jeu-là, ce sont les deux universités du haut du tableau, c'est-à-dire Cambridge et Oxford, puisqu'elles vont utiliser leur capital symbolique et leur classement très haut dans les différents classements pour pouvoir justifier qu'elles font payer plus cher aux étudiants que les autres. Donc, vous voyez, il y a tous ces processus qui sont complètement habituels maintenant, enfin, en tout cas, qui se sont généralisés dans différents pays, et en particulier en France, peut-être pas à la même échelle qu'en Grande-Bretagne ou qu'aux États-Unis, mais enfin, en tout cas, on a des prémices de ces processus. Tout ça a été testé dès les années 80-90 en Grande-Bretagne. Donc, si vous voulez, on peut dire qu'il y a vraiment une spécificité de la Grande-Bretagne comme une sorte de poisson pilote de ces réformes que nous allons connaître, nous, plutôt après 2005 et après 2007. Alors, j'en arrive donc maintenant au dernier exemple, qui est en même temps celui qui sert de modèle pour tous les pays, ou en tout cas qui est utilisé comme modèle, comme justificatif par tous les pays pour certaines des politiques qui sont menées depuis une vingtaine d'années, c'est les États-Unis. Alors, pour cela aussi, je ne voudrais pas uniquement reprendre le discours officiel qui est de nous dire que les États-Unis ont tout réussi. Ils ont les meilleures universités, regardez, elles sont tout en haut du classement. Ils ont les plus gros moyens, regardez la masse d'argent
qu'on leur donne. Je vous ai montré la statistique, ils sont bien au-dessus par dépenses par tête d'étudiants des autres. Ils ont tout réussi puisqu'ils ont réussi à intégrer l'université dans une économie de la connaissance qui produit des effets puisqu'il y a une coopération entre les entreprises, les universités, les laboratoires, ce qu'on appelle les jeunes pousses, etc. Enfin, donc tout ce qu'on nous a vendu depuis une vingtaine d'années en France, on l'emprunte évidemment à une lecture extrêmement rose et positive de ce qui s'est passé aux États-Unis. Alors, bien sûr, tout ça n'est pas faux, tout ça n'est pas un mythe complet, mais ça n'est qu'une petite partie du système américain. Ce dont on nous parle, ce sont de 20 à 30 universités, disons, dans un régime, dans un système qui en compte 2000. En tout cas, si on compte toutes les institutions d'enseignement supérieur, c'est une toute petite partie et une toute petite fraction de l'enseignement supérieur. Donc c'est comme si en France, on ne vous parlait que de l'école normale supérieure, de l'école polytechnique et puis de une ou deux universités parisiennes. Et avec ça, on vous dirait, voilà la France. Mais non, la France, c'est pas uniquement ça. Et bien les États-Unis non plus, ça n'est pas uniquement ça. Deuxième élément, il faut aussi tenir compte, on nous dit souvent, pourquoi les États-Unis ont-ils des universités aussi performantes? C'est parce qu'ils mettent des gros moyens. Or, là, je vous ai fait une répartition d'où vient l'argent qu'on consacre aux institutions universitaires aux États-Unis, institutions publiques et institutions privées. Vous voyez que finalement, quelle est la part de l'État fédéral? Elle est assez limitée. 16%, 16,9% pour les institutions publiques, 12,9% pour les institutions privées. Donc le gros des financements, il est ailleurs. Il est d'une part dans les frais que payent les étudiants eux-mêmes, qui sont quand même significatifs, puisque les étudiants des institutions publiques payent plus en proportion dans le budget que ce que donne l'État fédéral. C'est quand même significatif. Et dans les institutions privées, c'est beaucoup plus encore. Et deuxième élément, ce sont les États fédérés, donc les institutions locales qui payent aussi une partie importante. Mais il y a encore, à côté de ça, toutes sortes d'autres revenus. Vous le voyez. Et si on les additionne, ça fait quand même une part très significative, pas tout à fait la moitié, mais quand même pas beaucoup moins. Donc, on a un système avec des ressources qui sont drainées de toutes sortes d'origines. Et évidemment, c'est assez différent de nos systèmes actuels où on est encore avec une très forte dépendance des ressources publiques et une dépendance beaucoup plus faible des ressources propres ou des ressources externes. Deuxième élément, si nous regardons maintenant les profils de ces sources de financement externes, vous voyez que on a souvent tendance, dans un discours un petit peu hostile aux États-Unis, à dire « Oh, ce sont les entreprises qui payent le plus et elles le font parce qu'elles ont des arrière-pensées mercantiles et elles veulent utiliser ce qu'on produit en termes de recherche, etc., pour leurs fins propres. » Or, vous voyez, c'est faux. Les dons viennent principalement à 43% des individus, c'est-à-dire des anciens élèves qui, en reconnaissance de ce qu'ils ont appris ou de ce qu'ils ont vécu dans leurs universités, font des dons à leurs universités. Et par ailleurs, ce sont aussi des fondations philanthropiques, donc ce ne sont pas forcément directement des ressources tirées de l'économie, d'entreprise en premier chef. Et vous voyez, si on pèse ça en nombre de milliards, ça ne représente qu'une minorité finalement des ressources de ces universités. Donc ça complexifie un petit peu l'image un peu traditionnelle qu'on a d'une université totalement dominée par les intérêts privés. Dernier élément, qu'est-ce qui a changé le plus dans le système américain depuis sa période d'apogée, disons, c'est le fait qu'on veut faire payer de plus en plus aux usagers. Vous voyez, l'évolution des droits d'inscription entre 2000 et 2009, ça a continué après, donc peu importe, c'est quand même très significatif. 46% d'augmentation pour les universités publiques, donc c'est plus que pour les universités privées. Donc même les universités financées par l'État ou par les États font payer de plus en plus aux usagers. Donc on a vraiment un report de la charge sur les étudiants
Et c'est ça un problème politique, vous le savez, ça a été au centre d'un certain nombre de débats dans les campagnes électorales états-uniennes récentes, parce que ça implique un endettement considérable des étudiants, puisque les bourses ne suffisent pas évidemment à payer ces droits très importants ou qui augmentent plus vite que les ressources des familles. Donc, ça n'est pas du tout pour faire un portrait totalement négatif. Ce que je vous ai dit, c'est pour rééquilibrer un peu l'image totalement positive qu'on nous donne dans les sphères supérieures pour nous vendre des réformes qui ressembleraient à celles des États-Unis. Et c'est pour aussi montrer que ce système extraordinaire a aussi quand même un certain nombre d'inconvénients. Alors, quels sont ces inconvénients ? C'est le transfert, évidemment, de la charge sur les familles. Et dans ces dernières périodes, ces familles n'y arrivent plus tellement. Il y a un désengagement des États parce que les États sont évidemment très à armes inégales. Vous imaginez bien qu'entre l'État de New York et le Nebraska, on n'a pas tout à fait les mêmes finances. Le développement aussi d'un système alternatif, et là qui contredit un petit peu l'idéal des intéressements de l'université, puisqu'on a des universités privées qui veulent gagner de l'argent. Alors que les universités privées dont je parlais tout à l'heure étaient des universités qui n'avaient pas, elles voulaient équilibrer leur budget, mais elles n'avaient pas l'intention de gagner de l'argent. Là, on arrive à un système vraiment totalement dirigé par le profit et qui concurrence aussi bien les universités publiques que les universités d'État. Et puis un autre phénomène qu'on oublie aussi, pourquoi les universités américaines sont si productives et si dynamiques ? C'est parce qu'elles drainent aussi, au niveau des troisième cycles notamment, énormément d'étudiants étrangers qui leur fournissent évidemment des ressources de gens qui ont été formés préalablement ailleurs, donc qui n'ont qu'à déjà faire travailler des cerveaux déjà bien formés et qui vont évidemment apporter en plus des ressources puisqu'ils payent des droits d'inscription et ça finance une partie des universités. Donc ça, c'est quand même un marché très spécifique et qui est lié évidemment à la puissance des États-Unis, à son prestige, à la langue anglaise, etc. Enfin, un dernier point, c'est un système très inégalitaire puisque, je vous l'ai dit, il y a quand même un petit groupe d'universités d'élite qui évidemment profitent de tous ces atouts et puis une masse de collèges qui, eux, évidemment, ne les ont pas. Donc, on est quand même dans un système très inégalitaire par rapport à ceux que nous connaissons en Europe. Alors, je termine en faisant une lecture, excusez-moi, je m'autocite, mais dans un texte que vous n'avez pas lu, j'imagine, parce que vous ne lisez pas mes textes. Je faisais une petite comparaison. Alors, je dis notamment qu'on a beaucoup parlé de dystopies qui sont parues dans l'entre-deux-guerres. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais on cite beaucoup Orwell avec 1984. Et dans ce livre, vous le savez, il montre qu'il y a une emprise idéologique dans les systèmes totalitaires qu'il examine, mais surtout, il montre qu'il y a une hostilité croissante à la science. Or, je ne sais pas si vous suivez l'actualité, mais enfin, j'imagine que oui, on a quand même des tendances un peu de ce type en ce moment même dans le paysage public et c'est relativement inquiétant. Et deuxième citation que je fais, c'est de Aldous Huxley, qui est évidemment un autre exemple très différent, puisque vous le savez, dans sa dystopie, l'humanité est construite à partir de manipulations génétiques et les gens sont assignés à des positions sociales uniquement en fonction de manipulations génétiques qui les classent en alpha, bêta, gamma, etc. Et évidemment, selon la lettre que vous avez tirée dans la loterie génétique, vous occuperez des positions inégales dans la société. Et dans ce système qui rappelle là aussi certaines aberrations de certains esprits qui sont presque au pouvoir en ce moment, ça veut dire qu'il y a une hiérarchie naturelle des individus, ce qui est le contraire même de ce que souhaite faire l'université, puisqu'elle, au contraire, elle essaye de donner à des gens qui n'ont pas, par hérédité, ces atouts, les possibilités de changer de position dans la société. Donc, ces discours actuels que nous avons, aussi bien contre la science que ceux qui essayent de prétendre que tout est héréditaire et qu'il y en a qui ont tiré le mauvais lot et ceux qui ont tiré le gros lot et que c'est fini, eh bien, je crois qu'il faut qu'on s'inquiète. Et pas seulement parce que ces idées sont des utopies des entre-deux-guerres, mais parce qu'on a l'impression qu'il y a des personnes
proches du pouvoir, hein, ceux que j'appelle les membres du Trumpistan, qui ont tendance à adopter un peu cette image du monde. Et du coup, l'université, dans cette image du monde, n'a plus sa place. Là, on va tirer quelques idées de ces différents livres que vous avez. Je vous ai mis des références si ça vous intéresse. Je peux aussi faire passer ces livres si vous voulez les regarder. Écoutez, ces livres, on va les laisser sur le présentoir pour ceux qui sont en salle, en tout cas, qui sont présents ici et qui pourront venir regarder de quoi il s'agit tout à l'heure.